En RD Congo, le PPRD, parti au pouvoir, affûte ses armes en vue des élections de décembre. Plusieurs meetings ont été organisés ces 10 derniers jours afin de prendre d'assaut Kinshasa, la capitale. Au Soudan, le procureur de la Sûreté de l'État a accusé l'ancien Premier ministre et opposant Sadek Al-Mahdi de collaboration avec les rebelles afin de renverser le régime du président Omar El-Béchir. La cour d'appel de Tripoli a acquitté ce mardi Saadi Kadhafi du meurtre en 2005 d'un entraîneur de football. L'information a été rendue publique ce mercredi de sources judiciaires. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. À toutes et à tous, bonsoir. En République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD au pouvoir déploie son dispositif électoral. Plusieurs meetings ont été organisés ces 10 derniers jours. Objectif, partir à l'assaut de Kinshasa, la capitale, habituellement fidèle à l'opposition. Les détails. Des responsables fédéraux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont été installés en fonction de la configuration électorale de la capitale congolaise. À Kinshasa, plutôt acquise à l'opposition, le PPRD parle même d'une opération de conquête depuis la nomination d'Emmanuel Ramazani Chadari au poste de secrétaire permanent du PPRD. Le parti au pouvoir s'illustre par ce que certains de ses cadres appellent une démonstration de force à travers de grands rassemblements à Kinshasa. Le mot d'ordre est de gagner les élections à tous les niveaux. Si nous voulons avoir des élus à tous les niveaux, nous devons avoir une structuration électorale décentralisée, estime Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Bien évidemment, tout est coordonné au niveau du secrétariat permanent. Pour Patrick Kanga, le PPRD est maintenant prêt pour la bataille de Kinshasa, une ville marquée ce dernier trimestre par des manifestations des laïcs catholiques et de l'opposition. Il faut circonscrire notre stratégie politique au regard des différentes circonscriptions qui n'ont pas toutes les mêmes problèmes, poursuit-il. Voilà pourquoi nous devons avoir les acteurs politiques qui ont une aire géographique bien précise. Après Kinshasa, le PPRD ira à l'intérieur du pays pour le même exercice. Une tournée qui doit être bouclée avant le début des dépôts des candidatures. Nous n'avons pas suffisamment de temps parce que les élections sont prévues pour le 23 décembre et dans 2 mois, nous devons déposer la liste des candidats aux élections provinciales, ajoute Patrick Kanga. Pendant ce temps, la commission électorale CENI annonce une communication dite d'importance ce vendredi sur l'état du fichier électoral en RD Congo. Au Soudan, le procureur de la Sûreté de l'État a accusé l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition, Sadek Al-Mahdi, de collaboration avec les rebelles. Ceci afin de renverser le régime du président Omar El-Béchir, selon un média local. Les images. Sadek Al-Mahdi, dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé par le coup d'État fomenté en 1989 par le général El-Béchir, l'actuel président. Il dirige Al-Ouma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Selon le Centre des médias soudanais, proche du service national du renseignement et de la sécurité NISS, le procureur de la Sûreté a ordonné de déposer une plainte contre Sadek Al-Mahdi pour collaboration avec des groupes rebelles en vue de renverser le régime du président Béchir. Les accusations à l'encontre de l'ancien Premier ministre, dont certaines sont passibles de la peine de mort, ont été déposées par le NISS auprès du procureur de la Sûreté de l'État, Mouatassim Abdallah, selon ce média. Ces charges ont été formulées en vertu de la loi soudanaise sur le terrorisme. Sadek Al-Mahdi, qui dirige une formation dûment enregistrée, est accusé de coordonner avec des groupes rebelles pour renverser le régime. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans la soirée de mardi auprès d'Al-Ouma ou de ses dirigeants. Sadek Al-Mahdi, qui est également à la tête de la secte Al-Ansar, branche religieuse du parti Ouma, était retourné au pays en janvier 2017 après plus de 3 ans d'exil au Caire. Récemment, il a eu des entretiens à Paris avec des responsables de groupes rebelles soudanais. Lundi, devant le Parlement, le président Béchir a menacé de poursuivre les dirigeants politiques de son pays qui entretiennent des liens avec des groupes rebelles. Ces dernières décennies, des soulèvements de minorités ethniques contre le régime soudanais ont fait des dizaines de milliers de morts, notamment au Darfour, et des millions de déplacés.
À Madagascar, l'Assemblée nationale a voté hier mardi dans une ambiance tendue 3 nouvelles lois. Elles régiront les élections législatives et présidentielles prévues entre le 25 novembre et le 25 décembre sur l'île. Reportage. Adoption de 3 nouvelles lois par le Parlement malgache. La 3e session extraordinaire s'est clôturée par le vote des 3 projets de loi relatifs aux élections. Ces tests modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Ils ont été successivement adoptés par 69 des 151 élus. Il faut dire que l'adoption de ces tests suscite de vives protestations du côté de l'opposition qui s'y oppose vigoureusement depuis des semaines. Les opposants dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourdes pour ceux qui n'y ont pas été inscrits. L'opposition a également accusé le gouvernement d'avoir acheté certains de leurs collègues pour faire voter ces lois au Parlement. Ils ont donc boycotté la séance, laissant ainsi le champ libre à 78 députés pro-gouvernement. Ils ont aussi déposé plainte auprès du Bureau indépendant de lutte anticorruption. Les lois, une fois adoptées au Sénat, devraient permettre de définir un agenda clair pour l'élection présidentielle à venir et de connaître, entre autres, les véritables conditions d'éligibilité des candidats. Le Sénat, acquis au pouvoir, devrait dans quelques jours adopter à son tour ces tests. Je l'annonçais en titre, la Cour d'appel de Tripoli a acquitté ce mardi Saadi Kadhafi, 3e fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, du meurtre en 2005 d'un entraîneur de football. L'information a été rendue publique ce mercredi de sources judiciaires. Les détails. La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tripoli a rendu une décision mardi acquittant Saadi Muammar Kadhafi, accusé notamment d'homicide volontaire et d'atteinte à l'honneur, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat. Le fils Kadhafi était accusé du meurtre en 2005 de Bachir Al-Rayani, ex-footballeur et entraîneur du club de football Al-Ittihad de Tripoli, où évoluait Saadi, qui rêvait de devenir un footballeur de renom. La source judiciaire a ajouté que le ministère de la Justice avait demandé mercredi au Conseil suprême de la magistrature un état des lieux des autres affaires dans lesquelles est impliqué Saadi Kadhafi. Extradé du Niger le 6 mars 2014, Saadi Kadhafi est également jugé, entre autres, pour son implication présumée dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin au régime de son père, Muammar Kadhafi en 2011, une affaire sans cesse ajournée. Le fils de Rayani, Ali, a dénoncé dans des médias libyens la décision de justice, précisant que sa famille allait faire appel jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous n'avons pas pu obtenir justice sous le régime de son père, nous l'obtiendrons maintenant, je suis confiant, a-t-il dit. Sur les 7 fils de Kadhafi, 3 sont morts pendant la révolution, de même que leur père, tué par des rebelles en octobre 2011. Après avoir joué dans des clubs libyens, il avait signé en 2003 au club de Pérouse en Italie, dont les dirigeants avaient précisé à l'époque avoir répondu à une sollicitation de Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil italien et qui avait des liens étroits avec le régime libyen. Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses ont été libérés lundi par l'armée camerounaise. Pour rappel, ils avaient été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone. L'annonce a été faite mercredi par le ministre camerounais de la communication. Reportage. Une opération menée par l'armée camerounaise a permis de libérer 12 touristes européens dans la région du sud-ouest lundi. D'origine italienne et suisse, les 12 touristes ont été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone du Cameroun. Ils ont été kidnappés par une bande de terroristes dans la localité de Mungondor alors qu'ils se rendaient sur le site Twin Lakes, 2 lacs situés dans le secteur de Coupé-Mouanengumba. Par ailleurs, 6 conseillers municipaux camerounais ont également été libérés au cours d'une autre opération militaire dans la région du nord-ouest camerounais. La situation sécuritaire dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest camerounais s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines, les groupes séparatistes armés y multipliant des actions violentes. Les attaques sporadiques contre les symboles de l'État sont très régulières depuis début 2018. Ce conflit oppose l'armée et les séparatistes armés depuis déjà 3 mois. Les séparatistes en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense camerounaises de quitter leur territoire, les qualifiant de forces d'occupation.
Au Mali, et depuis presque 2 mois, il ne se passe pas une semaine sans que des accrochages impliquant la force Barkhane soient rapportés. Dernier en date, l'intervention non confirmée officiellement de l'armée française à une centaine de kilomètres au nord de Tombouctou. Plus de précisions à travers cet élément. L'objectif était vraisemblablement pour mettre un terme aux activités d'un certain Abdourahmane Al-Maghribi, considéré comme formateur des membres de groupes armés dans la région. Les formateurs étrangers sont régulièrement ciblés par Barkhane et les forces spéciales au Sahel et au Sahara. Avant Abdourahmane Al-Maghribi, qui serait originaire du Maroc, Abou Nour Al-Andalousi, l'Espagnol, avait été tué en 2016 et surtout l'Égyptien Aboubacar Al-Misri en 2014, un cadre de haut niveau recruté pour tenter d'internationaliser le mouvement terroriste. D'après les informations recueillies en sources ouvertes sur les réseaux sociaux, Al-Maghribi était un spécialiste des armes lourdes. Or, on sait que les groupes armés terroristes opérant dans le nord du Mali utilisent de manière régulière des mortiers ou des roquettes avec une certaine précision. Barkhane a annoncé des neutralisations par dizaines depuis le début de l'année, mais ne précise jamais les identités des personnes concernées, ni même leur place dans l'organigramme terroriste. Difficile alors de juger des progrès réels ou supposés accomplis par la force française. Tout au plus reconnaît-on à Paris depuis quelque temps une alliance de circonstances avec les milices Gatia et MSA, dont un communiqué faisait état d'une vingtaine de terroristes tués dimanche dans la zone Akabar-Bani Bangou, à la frontière avec le Niger, zone d'action du groupe EIGS d'Abou Walid al-Sahraoui. Des informations qui n'ont pas pu être recoupées de sources indépendantes. La coalition MSA et Gatia aurait pour sa part enregistré 3 morts et 5 blessés dans ses rangs, toujours selon ce communiqué, daté du 1er avril. Le Royaume-Uni veut durcir l'interdiction du commerce de l'ivoire et ce, pour en faire une des plus strictes au monde et ainsi lutter contre le braconnage des éléphants. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de l'Environnement, Imagesson. Alors que la vente d'objets en ivoire fabriqués avant 1947 est actuellement autorisée au Royaume-Uni, un projet de loi prévoit d'interdire complètement de vendre des objets contenant de l'ivoire, quelle que soit leur date de fabrication. Cette décision, qui doit être validée par le Parlement, a été prise après une consultation publique, lors de laquelle 88% des 70 000 répondants ont soutenu l'interdiction. Les contrevenants risqueront une amende d'un montant illimité et jusqu'à 5 ans de prison. Mais pour le directeur du Tusk Trust, plus de travail doit être accompli au niveau international pour réduire la demande d'ivoire et éradiquer complètement le commerce de l'ivoire. Le commerce illégal d'espèces sauvages est considéré maintenant comme la 4e activité criminelle en importance dans le monde, derrière la drogue, les armes et le trafic d'êtres humains. C'est le même genre de réseau criminel qui exploite tous ces échanges et c'est quelque chose qui déstabilise les pays en développement et crée de l'insécurité. Je pense donc que le gouvernement et le reste du monde ont reconnu qu'il faut s'attaquer à ce problème. Il faudra du temps, en particulier pour les pays asiatiques, pour changer les mentalités et beaucoup de travail doit encore être fait afin de réduire la demande des consommateurs et l'éducation que l'ivoire et d'autres produits comme la corne de rhinocéros et les pièces de lion, le pangolin. Il y a tellement de produits de la faune sauvage qui trouvent leur chemin vers le marché de l'Est. Nous devons vraiment travailler avec les gouvernements asiatiques pour éradiquer ce commerce. Toutefois, quelques exceptions sont prévues pour les objets contenant moins de 10% d'ivoire et fabriqués avant 1947, les instruments de musique fabriqués avant 1975 et contenant moins de 20% d'ivoire, ou encore des articles particulièrement rares et importants, vieux d'au moins 100 ans. Les musées seront également épargnés par cette interdiction. Voilà qui met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.